En 1966, un pédologue néerlandais du nom de Wim Sombra a parcouru la forêt amazonienne et a découvert quelque chose qui ne devrait pas exister. Terre noire, 1,80 de profondeur, suffisamment fertile pour permettre des cultures continues pendant 2000 ans dans l'un des sols les plus pauvres en nutriments de la planète. La forêt amazonienne paraît luxuriante, car tous les nutriments sont emprisonnés dans les arbres vivants. Le sol en dessous est de l'argile rouge toxique. Lorsque vous défrichez la forêt, vous supprimez cette réserve vivante de nutriments, ne laissant derrière vous qu'une terre infertile qui devient stérile après seulement 2 récoltes. La pluie emporte le peu de nutriments restants, et les agriculteurs modernes abandonnent leurs champs après une seule saison. Mais, disséminés dans tout le bassin, Sombra a découvert des parcelles de terre noire, comme du charbon contenant 3 fois plus de matière organique, 70 fois plus de charbon de bois et 18 fois plus de carbone que le sol environnant. Une terre qui nourrissait les hommes depuis l'époque pré-romaine. Cette découverte aurait dû révolutionner l'agriculture, une technique permettant de créer une fertilité permanente à partir de déchets, une solution à l'appauvrissement des sols qui pourrait nourrir des milliards de personnes. Au lieu de cela, il a été enterré, non pas par accident, mais intentionnellement, car ce que Sombook a découvert menaçait une industrie de 27 milliards de dollars fondée sur un principe simple. Les agriculteurs doivent acheter des engrais chaque année pour survivre. Voici l'histoire de la terra preta, cette terre noire que les indigènes amazoniens créaient à partir de charbon de bois et de déchets. Le système de fertilité qui dure des siècles et non des saisons, et les entreprises agricoles qui ont fait en sorte que vous n'appreniez jamais à le fabriquer. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. Les archives s'ouvrent sur un mystère qui a déconcerté les archéologues pendant des décennies. Avant l'arrivée des Européens, entre 6 et 10 millions de personnes vivaient dans le bassin amazonien. Non pas des chasseurs-cueilleurs dispersés, mais des sociétés organisées avec des villes, des routes commerciales et une agriculture avancée. Ils se trouvaient face à une impossibilité géologique. Le sol tropical situé sous la canopée de la forêt tropicale ne contient pratiquement aucun nutriment. Tout ce qui a de la valeur se trouve dans les arbres eux-mêmes. Quand on défriche un terrain et qu'on le brûle, on obtient 2 bonnes récoltes, puis plus rien. Pourtant, les preuves archéologiques montrent que ces sociétés ont prospéré pendant des milliers d'années aux mêmes endroits. La réponse se trouvait dans leur sol. Terra Pa de India, terre noire des Indiens. La datation au radiocarbone révèle que ces sols se sont formés sur des milliers d'années, entre 7000 ans avant notre ère et seulement 500 ans avant le contact avec les Européens. Cette technique s'est répandue dans tout le bassin amazonien, couvrant environ 150 000 km². Certains sites présentent une couche de terre noire de 2 mètres de profondeur. La méthode était d'une simplicité trompeuse. Les agriculteurs autochtones récoltèrent du charbon de bois provenant de feux à basse température. Ils l'ont mélangé avec des tessons de poterie, des arêtes de poissons, des déchets animaux et des restes de nourriture. Ils incorporèrent ensuite ce mélange à la terre qui entourait leur colonie. Les tessons de poterie servaient de structure. Les os fournissaient du calcium et du phosphore. Les déchets organiques nourrissaient les microbes du sol. Mais le charbon de bois était la clé. Contrairement au compost ordinaire qui se décompose en quelques mois, le charbon de bois reste stable pendant des millénaires. Sa structure poreuse crée un véritable immeuble de grande hauteur pour les bactéries et les champignons bénéfiques. Sa charge électrique fixe les nutriments comme un aimant, les empêchant d'être emportés par les pluies tropicales. L'analyse révèle des niveaux de phosphore de 200 à 400 mg par kg de sol, soit 20 fois plus élevés que dans les zones adjacentes. Le calcium, le magnésium, le zinc et l'azote présentent tous des concentrations jamais atteintes dans les sols amazoniens, et elles se renouvellent d'elles-mêmes. Lorsque les microbes colonisent les pores du charbon de bois,
Ils se multiplient et meurent, ajoutant continuellement de la matière organique fraîche. Les parcelles de théraptores s'étendent en réalité avec le temps. Au Brésil, les agriculteurs recherchent toujours ces parcelles de terre noire, car ce sont les terres les plus productives de la région. Pendant des milliers d'années, ce savoir a permis à des millions de personnes de survivre dans un environnement où l'agriculture moderne échoue après 2 saisons. Puis les Européens sont arrivés. L'explorateur espagnol Francisco de Orellana a traversé l'Amazone en 1542. Il a décrit des régions densément peuplées, s'étendant sur des centaines de kilomètres le long du fleuve, des villes, des champs agricoles, des populations dépassant même celles d'aujourd'hui. En 150 ans, plus de 90% de cette population a péri de la variole, de la rougeole et des guerres. Les survivants se dispersèrent à l'intérieur de la forêt tropicale. La connaissance de la création de la terreur, Priya les a accompagnés. La technique qui a nourri des millions de personnes pendant des millénaires a disparu en une seule génération. Pendant 3 siècles, la partie portugaise du bassin est restée intacte. Les plaques de terre noire subsistaient, toujours fertiles, toujours productives. Mais personne ne savait comment elles s'étaient formées. Les pédologues européens ont observé ces taches sombres et ont supposé qu'il s'agissait de formations naturelles, de dépôts volcaniques inhabituels. L'idée que les peuples autochtones aient intentionnellement créé un sol supérieur semblait peut-être impossible aux esprits colonialistes qui considéraient les populations indigènes comme primitives. Les sites de la terreur, Priya, ont été répertoriés comme des curiosités géologiques, rien de plus. Jusqu'à ce que Wim Sombra publie son ouvrage sur les sols amazoniens en 1966. Il y documentait la fertilité exceptionnelle de la terre noire et sa large répartition. Il proposa ce qui était alors une idée révolutionnaire. Ces sols sont d'origine humaine. Les preuves archéologiques lui donnaient raison. Chaque site de la Terror Priya contenait des fragments de poterie, des outils en pierre et des vestiges d'habitation humaine. Le charbon de bois ne provenait pas d'incendies de forêt. Il provenait de combustions contrôlées à basse température conçues pour créer du charbon et non des cendres. Sombra est devenu connu comme le parrain de la terreur dans les cercles scientifiques. Avant sa mort en 2003, il a interpellé les pédologues avec une question. Si les peuples précolombiens ont pu le faire, pourquoi pas nous? La réponse est venue de Johannes Leymann, de l'université Cornell, au début des années 2000. Leymann a percé le secret de la magie qui faisait fonctionner le prat terrorisant. La solution résidait dans le biochar, un charbon de bois produit spécifiquement pour l'amendement des sols par un procédé appelé pyrolyse. Lorsqu'on brûle des matières organiques en l'absence d'oxygène à une température de 450 à 500 degrés, 50 degrés, un phénomène remarquable se produit. Vous n'obtenez pas de cendres. Vous obtenez une structure carbonée avec une surface de 9000 pieds carrés dans un seul gramme. C'est presque la taille de 2 terrains de basket, compressés en quelque chose de plus petit qu'un morceau de sucre. Cette immense surface retient l'eau comme une éponge, la libérant lentement aux racines des plantes. Il fixe l'azote, le phosphore et le potassium, empêchant ainsi le lessivage des nutriments. Sa structure poreuse abrite des milliards de micro-organismes bénéfiques du sol, et elle séquestre le carbone pendant des milliers d'années. Des analyses en laboratoire ont révélé que Terrapa contient du carbone vieux de plus de 2000 ans. Toujours stable, la fertilité des sols continue de s'améliorer. Le terme biochar a été officiellement adopté lors d'une conférence internationale à Birmingham, en Angleterre, en 2009. La recherche a alors explosé. Des essais sur le terrain menés sur 6 continents ont validé ce que les populations autochtones des Amazonies savaient il y a des millénaires. Des essais menés pendant 4 ans aux Philippines et en Thaïlande ont montré des augmentations de rendement de 16 à 35% pour le riz. Des études de terrain menées au Ghana ont démontré une amélioration de 30% de la production de labyrinthe. Les rendements du blé durum méditerranéen
ont bondi de 30% grâce à l'application de biochar. Des méta-analyses portant sur plus de 400 essais en plein champ ont confirmé une augmentation moyenne du rendement à long terme de 16%. Certaines cultures ont montré des améliorations allant jusqu'à 48% lorsque le biochar était combiné à des engrais organiques. Les données scientifiques étaient indéniables. Le biochar pourrait transformer l'agriculture. Alors pourquoi tous les agriculteurs ne l'utilisent-ils pas? La réponse se trouve dans les comptes bancaires de 5 sociétés. En 2024, le marché mondial des engrais a généré 27 milliards de dollars. Nutrien, Yara International, Mosaic, CF Industries et ICL Group contrôlent plus de la moitié de ce marché. Leur modèle économique est d'une simplicité élégante. Le sol perd des nutriments à chaque récolte. Les agriculteurs doivent remplacer ces nutriments chaque année. Les engrais synthétiques fournissent de l'azote, du phosphore et du potassium sous des formes concentrées à action rapide. Et ils sont chers. L'agriculteur américain moyen dépense chaque année entre 200 et 500 dollars par acre en engrais. Pour une exploitation de 1000 acres, cela représente entre 200 000 et 500 000 dollars par an à perpétuité. L'industrie des engrais dépend de cet abonnement. Maintenant, regardez le biochar. Il réduit les besoins en engrais azotés de 15 à 25%. Il empêche le lessivage du phosphore, ce qui signifie que les agriculteurs ont besoin de moins de phosphore d'appoint. Elle améliore la rétention d'eau de 10 à 30%, réduisant ainsi les coûts d'irrigation, et sa durée de vie se compte en siècles. Une seule application de biochar continue d'améliorer le sol pendant 100 à 2000 ans. Vous l'appliquez une seule fois, vous le renouvelez peut-être tous les quelques décennies, mais vous n'avez jamais besoin de l'acheter chaque année. Les chiffres sont catastrophiques pour le secteur. Un agriculteur qui dépense 300 dollars par acre et par an en engrais investit 30 000 dollars sur un siècle. Le biochar coûte entre 90 et 400 dollars la tonne pour un produit commercial. Même à prix élevés, une seule application coûte moins cher que 2 ans d'engrais synthétiques. Ou vous pouvez le fabriquer vous-même gratuitement à partir de déchets. Voilà la véritable menace. Le biochar peut être produit à partir de déchets agricoles, de tiges de maïs, de chaumes de blé, de résidus de tailles d'arbres, de balles de riz de fumier, soit les mêmes matières que les agriculteurs brûlent actuellement ou envoient à la décharge. Au lieu d'acheter des engrais, les agriculteurs pourraient les produire à partir de déchets. Pas de brevets, pas d'achats annuels, aucune dépendance envers les entreprises. Pour ces entreprises, il ne s'agit pas d'un produit, il s'agit d'une défaillance du système. L'industrie des engrais était confrontée à un choix: s'adapter ou supprimer. Ils ont choisi la répression non pas par des interdictions pures et simples, mais par un silence stratégique. Les services de vulgarisation agricole, largement financés par les entreprises d'engrais, ne mentionnent pas le biochar. Les universités bénéficiant de subventions agricoles mènent des recherches limitées sur le biochar. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA, a publié quelques études, mais vous ne trouverez pas d'agents de vulgarisation agricole qui enseignent aux agriculteurs comment fabriquer du biochar. Les magazines agricoles financés par la publicité pour les engrais publient des articles sur les derniers mélanges NPK, les formulations à libération contrôlée et les technologies d'application de précision. Vous ne trouverez quasiment rien sur le biochar. Le marché mondial du biochar a généré 541 millions de dollars en 2024, avec une croissance annuelle de 13 à 17%. Cela paraît impressionnant jusqu'à ce qu'on réalise que cela ne représente que 0,2% du marché des engrais. 0,2% pour une technologie qui pourrait remplacer entièrement les engrais synthétiques. La répression n'est pas spectaculaire, c'est bureaucratique. Une technique qui pourrait révolutionner l'agriculture n'est tout simplement pas enseignée. Les universités ne l'intègrent pas à leur programme d'astronomie. Les services de vulgarisation agricole ne le démontrent pas lors des journées de démonstration. Les fabricants d'équipements
ne construisent pas d'unités de production de biochar à l'échelle commerciale et les agriculteurs qui n'en ont jamais entendu parler ne peuvent pas l'utiliser. Mais ce savoir existe. Les résultats scientifiques sont publiés. Cette technique est ancienne. Il suffit de savoir où chercher. La fabrication du biochar ne nécessite pas d'équipement industriel. Les peuples autochtones d'Amazonie y parvenaient grâce à des foyers et à leur patience. Vous pouvez le faire dans votre jardin avec des matériaux que vous possédez probablement déjà. L'objectif est la pyrolyse, c'est-à-dire le chauffage de la matière organique à une température de 450 à 500 degrés Celsius en l'absence d'oxygène. Cela a pour effet de carboniser le bois plutôt que de le réduire en cendres. La méthode la plus simple est celle du puits conique. C'est gratuit et cela ne nécessite qu'une pelle. Creusez une fosse conique dans un sol nu, d'environ 90 cm de diamètre en surface et 65 cm de profondeur. Allumez un petit feu au fond avec des brindilles sèches et du petit bois. Une fois le feu bien pris, ajoutez des morceaux de bois légèrement plus gros. Lorsque ces pièces développent une couche de cendres blanches sur leur surface noire, ajoutez la couche de bois suivante. Continuez à superposer les couches à mesure que le feu prend de l'ampleur. La forme conique crée une calotte de flamme au sommet, qui consomme l'oxygène avant qu'il n'atteigne les couches inférieures. Cela crée des conditions pauvres en oxygène en dessous, provoquant une pyrolyse au lieu d'une combustion complète. Lorsque vous atteignez le bord de la fosse et que la couche supérieure présente des cendres blanches sur des braises noires, éteignez le tout avec de l'eau. Pas une goutte. Noyez-le. Il faut stopper la combustion immédiatement. Il ne reste que du biochar. Laissez sécher, puis concassez en petits morceaux. Mettez-le dans un sac et écrasez-le avec vos pieds, ou pilez-le dans un seau avec un morceau de bois. L'objectif est d'obtenir des particules qui passent à travers un tamis à sol, mais sans les incorporer encore au sol. N'oubliez pas que le biochar est une éponge. Si vous le plantez frais, il absorbera les nutriments de votre sol. Vous devez d'abord le charger. Faites-le tremper dans du thé de compost, du lombricompost, du varech liquide, de l'émulsion de poisson ou même de l'urine diluée pendant 24 à 48 heures. Remplissez ces pores microscopiques de vie. Le biochar absorbe ces nutriments, puis les libère lentement lorsqu'il est appliqué au sol. Ensuite, mélangez-le à votre jardin. Vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois. Les recherches montrent des avantages à des taux d'application aussi faibles qu'une demi-tonne à 2 tonnes par hectare et par an. Vous n'avez pas besoin d'enterrer votre jardin sous du charbon. Une poignée mélangée dans les trous de plantation commence immédiatement à améliorer le sol. Pour les exploitations de plus grande envergure, 10 tonnes par hectare permettent d'obtenir des améliorations spectaculaires, notamment sur des sols pauvres ou dégradés. Ce charbon de bois restera dans votre sol, abritant des microbes et retenant l'eau lorsque vos petits-enfants hériteront de ces terres. L'histoire de Terrapa révèle un schéma que l'on retrouve fréquemment dans le secteur agricole. Un savoir autochtone qui a fait ses preuves pendant des millénaires, effacé par la colonisation, redécouvert par les scientifiques, puis réprimé par des industries menacées par ses implications. La technique n'est pas compliquée. Feu, charbon de bois, matière organique, temps. Mais enseigner cette méthode remettrait en cause tout le modèle des engrais synthétiques. Une industrie fondée sur une dépendance annuelle ne peut pas se permettre une solution qui dure des siècles. Ils ne l'enseignent donc pas. Les écoles d'agriculture forment les étudiants aux proportions NPK, aux formulations à libération contrôlée et aux technologies d'application de précision. Ils omettent de mentionner que les peuples autochtones d'Amazonie ont résolu le problème de la fertilité des sols il y a 7000 ans en utilisant du charbon de bois et des arêtes de poisson. Les agents de vulgarisation agricole financés par les entreprises d'engrais ne font pas de démonstration de production de biochar lors des journées portes ouvertes, et les agriculteurs qui n'en ont jamais entendu parler ne peuvent pas l'utiliser. L'information existe. Elle est publiée dans des revues scientifiques, documentée par des archéologues et validée par des essais sur le terrain menés sur 6 continents.
Vous pouvez creuser une fosse dès aujourd'hui et commencer à fabriquer du biochar à partir de déchets de jardin. Broyez-le, activez-le et appliquez-le dans votre jardin. Et cela continuera d'améliorer votre sol lorsque vos petits-enfants hériteront de ces terres. Voilà ce qui terrifie l'industrie des engrais. Non pas que le biochar puisse fonctionner, mais qu'il fonctionne tellement bien qu'il est impossible de le contrôler. Ils ne peuvent pas breveter le charbon de bois. Ils ne peuvent pas monopoliser une technique inventée par l'homme il y a 7000 ans. Ils ne peuvent pas imposer des achats annuels d'un produit qui dure des siècles. Ils choisirent donc le silence. Mais le silence n'est efficace que lorsque les gens ne savent pas poser de questions. Maintenant, vous le savez. La Terre noire est réelle. Les données scientifiques sont solides. La méthode est simple et elle vous attend dans votre jardin, enfouie sous le dogme agricole et les intérêts des entreprises qui profitent de votre dépendance. Le choix vous appartient. Continuez d'acheter de l'engrais chaque année ou passez un week-end à apprendre ce que les peuples autochtones d'Amazonie savaient il y a des millénaires. La Terre n'oublie pas. Les sites de Terrapas en Amazonie produisent encore de la nourriture après 2000 ans. Votre jardin pourrait faire de même. Le prochain coffre-fort s'ouvre.